Célébrer le 31 octobre, Halloween est une fête riche en traditions et en histoire, vous le savez certainement, originaire des îles anglo-celtes. Elle trouve ses racines dans la fête celtique de Samhain qui marquait, à l'époque, la fin des moissons et le début de l'hiver. Cette période était considérée comme un moment où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts était particulièrement fine, permettant aux esprits de revenir parmi les vivants. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment question de croyances religieuses, Halloween est surtout connu pour ses costumes effrayants, ses citrouilles sculptées, sans oublier la traditionnelle et incontournable chasse aux bonbons qui ravit petits et grands gourmands. Cette fête, bien que particulièrement populaire aux États-Unis essentiellement, est désormais célébrée dans de nombreux pays à travers le monde et même en France où elle gagne chaque année en popularité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire effroyable qui commence comme une soirée entre amis et qui se solde par un meurtre sordide et un appartement détruit par les flammes. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur cette soirée festive qui a littéralement dégénéré. Mardi 30 octobre 2012, à Murrieta, en Californie. Shanna Christiana Wesley, une jeune mère célibataire de 23 ans, profite d'avoir sa soirée de libre pour sortir avec une amie. Il faut dire que sa vie est bien remplie entre ses études d'infirmière, sa vie de maman à élever son fils seul, le petit Malakai 3 ans, et ses 2 emplois pour joindre les deux bouts. Alors pour une fois qu'elle a un peu de temps libre, elle apprécie le moment. Elle va d'abord au Bullpen Burger & Links, un fast-food qui, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, a fermé définitivement depuis. Bref, elle est avec une copine et ensuite elle part dans un club avec son amie. Là-bas, elle fait la connaissance de 3 hommes avec qui elle sympathise et avec qui elle passe la soirée. Tout se passe à merveille, Shanna est heureuse et rien ne laisse présager le malheur qui va bientôt la toucher. Effectivement, le lendemain, au petit matin, à 6h45, les pompiers sont appelés en urgence par des voisins qui remarquent la fumée et les flammes qui s'échappent de l'appartement de la jeune mère. Malakai est sauvé in extremis par un voisin, un sapeur-pompier de repos ce jour-là qui habite dans le même complexe d'appartements. L'enfant, lui, a eu beaucoup de chance, mais ce n'est pas le cas de sa mère qui est retrouvée morte, le corps complètement carbonisé, au point qu'elle n'a pu être identifiée qu'après des analyses dentaires. Une personne décédée suite à un incendie, ça peut arriver, déclenché par une erreur humaine, peut-être une bougie oubliée, une cuisine laissée sans surveillance, une installation électrique défectueuse, une toute petite erreur qui peut coûter très très cher. C'est triste, mais malheureusement ce sont des accidents qui arrivent bien plus qu'on ne le croit. C'est en tout cas ce que pensent au début les premières personnes qui interviennent sur les lieux. Mais après l'examen des lieux du drame, un tout autre scénario se dessine. Il semblerait qu'on ait affaire à un incendie volontaire déclenché pour maquiller un meurtre. Les premiers enquêteurs intervenant dans l'appartement, dans la résidence Waterstone à Hancock Avenue, remarquent un indice qui va dans ce sens, une bouteille vide dont le contenu aurait pu être utilisé comme accélérateur lors de l'incendie. Ils découvrent aussi le téléphone portable de Shanna qu'ils récupèrent et mettent sous scellé. Enfin, ils remarquent que la voiture de la victime, une Chevrolet Cobalt 2006, censée être sur le parking de la résidence, est introuvable. Le rapport d'autopsie stipule que Shanna est bien décédée avant l'incendie puisqu'aucune trace de fumée inhalée ni de suie n'a été retrouvée dans ses poumons. Le décès aurait été causé par une probable strangulation. Le médecin légiste ne peut mettre que probable strangulation, il ne fait qu'une supposition, il ne fait pas de déclaration formelle puisque le corps est tellement carbonisé qu'il ne peut pas être sûr à 100% de la cause du décès. En revanche, même si le corps est en très mauvais état, il a pu déterminer que quelqu'un a abusé de la jeune femme avant son décès. Le médecin a même pu récupérer de l'ADN et c'est un indice extrêmement précieux car il est fort à parier que celui qui a abusé de Shanna avant sa mort est aussi celui qui l'a tuée. Il est important, pour faire la lumière sur cette affaire, de reconstituer les faits et gestes de la victime durant les dernières heures de la soirée où elle a perdu la vie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle mange dehors avec une amie, elle va dans un club où elle rencontre une bande de 3 hommes avec qui elle passe du temps.
Les investigateurs apprennent qu'au début il était prévu que les 3 hommes prolongent la soirée avec Shanna et sa copine au domicile de la jeune femme. Cela semble être une piste prometteuse. Shanna a invité chez elle 3 parfaits inconnus, une situation en soi des plus imprudentes. Déjà qu'on a parfois du mal à connaître les intentions des personnes qui nous sont proches, comment savoir si ces hommes-là n'étaient pas mal intentionnés? C'est ce qu'il va falloir découvrir. La police part à la recherche de ces 3 mystérieux inconnus, les retrouve et les interroge. Et ils apprennent qu'à la dernière minute, Shanna avait changé d'avis et n'a plus souhaité les inviter chez elle. Chacun est donc reparti de son côté après avoir quitté le club et fin d'histoire. Comme on ne peut pas juste les croire sur parole et qu'il faut des preuves, leur ADN est recueilli pour être comparé à l'ADN retrouvé sur le corps. Aucun des 3 ADN ne match, les 3 hommes sont donc mis d'emblée hors de cause et c'est un retour à la case départ. Les enquêteurs explorent alors une nouvelle piste, celle fournie par le petit Malakai. L'enfant est sous le choc, il est jeune, il a 3 ans, il n'est pas encore capable de raconter correctement, de s'exprimer sur ce qui s'est passé le soir de l'incendie. Néanmoins, il parvient à expliquer ce soir-là qu'un certain Ryan King, un ex-compagnon de sa maman, est venu leur rendre visite. Les enquêteurs interrogent donc Ryan et il leur présente un alibi très fiable pour le soir du 30 octobre. Il était loin de là où habite Shanna et leur explique que le matin de l'incendie, il faisait du covoiturage, et là encore, c'est vérifié, c'est confirmé, l'homme ne ment pas. Son ADN est comparé, et ça ne matche pas non plus. Cette deuxième piste de l'ex mécontent qui veut se venger tombe à l'eau. Donc on a 4 hommes ayant côtoyé Shanna qui ont été rayés de la liste des suspects. L'enquête avance par élimination. Il se trouve que les enquêteurs ont une dernière corde à leur arc. Rappelez-vous, ils ont récupéré le téléphone portable de la victime. Alors il est maintenant temps de l'analyser pour trouver d'autres pistes. Et là, soyez bien attentifs, car il y a d'autres protagonistes qui vont apparaître et il va se passer pas mal de choses. Grâce au téléphone, ils découvrent que Shanna a contacté, un peu après 3 heures du matin, Rodney Piper, un autre de ses ex-compagnons, et elle lui propose de passer chez elle et de venir si possible accompagnée d'un autre homme parce qu'elle est avec sa copine, et si Rodney reste avec Shanna, le reste de la soirée, son ami risquerait de se sentir de trop et il lui faut donc un peu de compagnie. À ce moment-là, on comprend pourquoi Shanna a annulé l'invitation des 3 hommes qu'elle avait rencontrés au club. En fait, au club, elle avait aussi, par hasard, croisé ce Rodney, son ex-compagnon, qui discutait avec un inconnu, et plus tard, en rentrant chez elle, elle l'a appelé pour lui proposer de se joindre à elle et à son ami. En tout cas, Rodney accepte de se présenter chez Shanna, et il vient avec un homme dont il a fait la connaissance quelques heures plus tôt au club, un certain KB, âgé de 22 ans. Ils sont donc venus à 2, comme l'avait souhaité Shanna. Sauf que, quand ils arrivent, ils apprennent que la copine de Shanna a dû partir et que la mère célibataire est seule à la maison avec son fils qui dort dans la chambre d'à côté. Forcément, ça plombe un peu l'ambiance, il y a une personne en moins par rapport à ce qui était prévu et un enfant qui dort à côté. Donc, la soirée ne va pas être très mouvementée. Rodney et Shanna s'éclipsent de leur côté et laissent KB seul dans le salon. L'homme, qui de base ne connaît même pas Shanna et vient à peine de rencontrer Rodney, a le sentiment d'être pris pour le dindon de la farce. Il est clairement de trop dans cette maison et il finit par partir vers 4h30 sans prévenir personne. On a les 2 dernières personnes qui ont vu la victime en vie, qui sont Rodney et KB, et il est donc grandement temps pour les enquêteurs de s'intéresser à eux. Rodney est interrogé. Il dit ne pas avoir fait de mal à Shanna. Après avoir passé la nuit avec elle, il est parti à l'aube. Il accepte sans problème qu'on prélève son ADN, qui ne matche pas non plus. Son corps est examiné, l'homme ne présente aucune trace de blessure ou de lutte, lui aussi est rayé de la liste des suspects. Et au suivant, c'est au tour de KB, cet inconnu qui a été invité chez Shanna. Les investigateurs découvrent que sous le surnom de KB se cache Marquise Denzel McGlone, un homme recherché pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle après avoir purgé une peine de 2 ans d'emprisonnement pour un cambriolage commis en 2008. Les enquêteurs retrouvent sa trace, il se cache chez sa compagne. Ils l'arrêtent le 2 novembre et l'interrogent sur sa soirée du 30 octobre. Donc l'homme confirme qu'il est resté un moment avec Shanna et Rodney avant de quitter le logement, rejoindre un ami qui s'appelle Ernest. On n'a pas plus d'informations sur ce Ernest. En tout cas, son ADN est prélevé, son corps examiné,
Et là, les enquêteurs remarquent qu'il y a plusieurs traces de griffures sur le torse de KB et que l'ADN match enfin. Donc les policiers savent qu'ils viennent de trouver le tueur, mais il leur faut plus de preuves à charge pour s'assurer qu'il ne passe pas entre les mailles du filet au moment de son jugement au tribunal. La voiture de Shanna finit par être retrouvée 2 jours après le crime dans le parking d'une église dans la ville de Emmett, à 3 km à peine de l'appartement où se cachait KB chez sa petite amie. Le tissu qui recouvre le siège conducteur a été totalement retiré, comme s'il avait été imbibé de quelque chose, peut-être du sang, et que du coup il a fallu retirer ça, et l'extérieur de la voiture a été totalement nettoyé à l'eau de javel. Et devinez qui a récemment acheté de l'eau de javel? Eh bien KB. Il a été enregistré par des caméras de vidéosurveillance le 31 octobre vers 7h du matin dans un Walmart, un hypermarché, achetant un couteau et un bidon d'eau de javel. Donc très probablement pour nettoyer la voiture et couper au couteau le tissu du siège conducteur. Face à ces nouveaux éléments, KB est au pied du mur, alors il est obligé d'avouer qu'il a pris les clés de la voiture de la jeune mère pour lui voler son véhicule. Puis, il a changé d'avis. Craignant d'être accusé de vol alors que déjà il a violé les conditions de sa libération conditionnelle, il a décidé d'abandonner le véhicule dans le parking après l'avoir nettoyé. Ça, c'est ce que KB avoue. Mais en réalité, il ne fait le récit que d'une partie de la soirée. Car, d'après ce qui a été reconstitué par les enquêteurs, voilà ce qui s'est vraiment passé. Au moment où KB se retrouve isolé dans le salon de Shanna tout seul, il a l'impression qu'on s'est bien foutu de lui. On lui a dit qu'il y aurait une autre fille dans l'appartement avec qui il pourrait parler et plus si affinité, et finalement, il se retrouve tout seul. Il est dégoûté. Alors, il quitte l'appartement, mais avant de partir, il vole les clés de l'appartement de Shanna. Il reste sur le parking un long moment à guetter le départ de Rodney. Quand Rodney s'en va au petit matin, KB attend un peu avant de retourner chez Shanna. Quand il s'introduit dans le logement grâce aux clés qu'il a volées au préalable, la jeune femme dort profondément. C'est à cet instant-là qu'il l'agresse violemment, abuse d'elle et l'étrangle. Il met ensuite le feu au domicile pour détruire toutes les preuves qui pourraient l'incriminer, sans même se soucier du petit Malakai qui dort juste à côté. Ensuite, il prend les clés de la Chevrolet de Shanna qu'il déplace dans un autre parking près de chez lui. Avec l'ADN, les aveux du vol de la voiture, les images de vidéosurveillance du Walmart, le procureur du comté de Riverside a tous les éléments pour accuser Marquise Denzel Glone alias KB de l'agression et du meurtre de Shanna Wesley. Il est placé en détention en attendant son procès. Finalement, il n'y aura pas de procès. Et le 7 août 2015, KB est en audience de plaidoyer de culpabilité. En effet, il a passé un accord avec le procureur en plaidant coupable de meurtre au premier degré. En échange, le procureur s'engage à ne pas demander la peine capitale. KB doit être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Durant l'audience, l'homme est très froid et n'exprime absolument aucun regret quant à son geste. Tout se passe comme prévu jusqu'à ce que, coup de théâtre, surprenant même son propre avocat, KB affirme qu'il a été contraint de plaider coupable, il ne voulait pas. Il dit « Je n'étais pas sain d'esprit lorsque j'ai accepté ces conditions, et je n'accepte pas de plaider coupable ». Quoi qu'il en soit, le juge n'accepte pas d'annuler la demande de plaidoyer de culpabilité. KB est actuellement en prison. La jeune Shanna laisse derrière elle le petit Malakai devenu orphelin. L'enfant, sauvé de justesse pendant l'incendie, a été hospitalisé quelque temps pour soigner ses blessures. Sa garde a ensuite été confiée à sa grand-mère Monica, qui est aidée par d'autres membres de la famille. Au détour de mes recherches, je suis tombée sur une annonce que KB a publiée sur un site où il est proposé à des citoyens d'échanger des lettres avec des détenus. Sur son annonce, monsieur se décrit, je cite, comme un homme charismatique, ouvert d'esprit, qui aime la musique, la culture, l'art et couper les cheveux. Il dit chercher un ami ou quelqu'un prêt à tenter sa chance vers le bonheur et nous encourage à ne pas passer à côté de cette belle opportunité. Je trouve qu'il fait de jolies phrases, ça ferait très bien dans un CV. La seule chose, c'est qu'il a quand même oublié de préciser qu'il est aussi un violeur, un tueur et un incendiaire. Ce qui m'amène à vous poser une question qui me turlupine. Comprenez-vous qu'on puisse autoriser des détenus condamnés pour des crimes très graves
à entretenir des relations épistolaires avec des gens de l'extérieur pour nouer des amitiés, voire plus. Parce que moi, honnêtement, j'ai du mal avec ça. Prenons le cas de KB par exemple. Il a fait vivre un enfer à Shanna avant de la tuer. Il a failli tuer aussi un enfant par la même occasion. À aucun moment il n'a exprimé de regret, si ce n'est celui de s'être fait prendre. Shanna aurait aussi aimé pouvoir poursuivre sa vie, faire des rencontres, se faire des amis, mais elle ne pourra plus puisqu'elle est morte. Alors pourquoi celui qui est responsable de son meurtre devrait être autorisé à nouer des relations ? Je ne dis pas que KB ne s'est pas repenti depuis, je n'en sais rien. Il a peut-être eu le temps de réfléchir sérieusement à ce qu'il a fait, peut-être même qu'il s'en veut maintenant, on n'est pas dans sa tête, on ne peut pas savoir. Mais la seule certitude qu'on a, c'est qu'une mère est morte par sa faute, qu'un enfant est devenu orphelin et qu'il doit payer pour ça. Donc n'hésitez pas à m'exposer votre point de vue sur la question en commentaire, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez sur ce sujet un peu sensible. Voilà, c'en est fini pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes, surtout en présence d'inconnus, et n'invitez pas n'importe qui chez vous. À bientôt!